New York Times, je vous le rappelle, je vous donne 3 chiffres. 1851, la fondation. Alors, il y en a un dont je ne suis pas trop sûr, mais 1 millier de journalistes. À peu près. Un peu plus? Oui, un peu plus. Il faut parler dans le micro. Oui, un peu plus. Avec tous les éditeurs qui sont à New York, c'est plus proche de 1300. Voilà. Moi qui étais directeur adjoint du Monde, ça fait toujours bizarre quand on parle de journalistes avec plus de 1000 personnes dans une rédaction. Bon, voilà. Et 122 prix Pulitzer. Ça impressionne aussi. Bon. Qu'est-ce qui se passe entre Trump, qui a l'air d'être né d'hier, et cette vieille dame grise, comme on dit, the old grey lady, qui est le New York Times, fondé en 1851. Alors, pour nous parler de ça, on va essayer de se concentrer sur trois éléments. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu, Adam, qu'est-ce qui fait que Trump et le New York Times s'étaient forcément appelés à se clasher? Alors, je dirais tout simplement que Trump a une relation assez particulière avec les faits et avec la vérité. Et nous, de notre part, nous avons une autre relation. Et donc, pour nous, depuis le début, les faits sont sacrés. La vérité est sacrée. Cela ne veut pas dire que nous considérons que on est toujours dans les faits exacts et toujours dans la vérité exacte. C'est plus proche de ce que Camus a dit. En fait, on peut s'approcher de la vérité, mais on ne peut pas peut-être jamais s'approprier la vérité. Mais notre but est toujours de s'approcher au plus près de la vérité. Et nous estimons qu'il y a des faits. D'un côté, il y a les faits, et de l'autre côté, il y a tout ce qui est faux. Il y a les mensonges. Donc, M. Trump est dans une relation tout à fait autre avec les faits et la vérité. C'est en partie à cause de son ascendance et de son métier. C'est un promoteur immobilier pour lesquels la vérité est quelque chose de flou et quelque chose qui peut-être n'existe pas. Et donc, c'est de cette base-là fondamentale que le conflit avec M. Trump est né. Et c'est pour ça que, pour la première fois de notre histoire, on qualifie assez souvent sur la une du journal le chef de l'État comme menteur, carrément comme menteur. On utilise ce mot. Et je crois que c'est tout à fait justifié. Alors, est-ce qu'il y a aussi un problème de rythme? C'est-à-dire que, on va essayer de voir plusieurs éléments, mais Trump, il est dans le tweet, dans l'immédiateté, dans le grand nombre d'informations fausses ou vraies qu'il déverse en permanence. Et le New York Times, c'est quand même un journal qui est bien sûr un quotidien, bien sûr rapide, mais quand même qui prend le temps de la réflexion. Est-ce que c'est aussi un rapport à la réflexion qui est en jeu dans cette histoire-là? Oui, le mot réflexion et le caractère de M. Trump, je dirais, sont comme l'huile et l'eau. C'est-à-dire que ce monsieur n'a ni l'habitude de lire quoi que ce soit, même les mémorandums que lui présentent ses conseillers, et surtout pas les livres. Et donc, c'est un monsieur qui ne réfléchit pas, qui est dans l'impulse, qui est calculateur, ça c'est sûr, mais d'une espèce de calculation maligne, mauvaise. Mais c'est pas ça la réflexion. Il a tout sauf l'esprit critique
qui est je dirais le fondement de l'âme du New York Times. On essaie de regarder le monde avec un esprit critique et analytique. Et ça, c'est directement à l'encontre de l'esprit de M. Trump. Encore une fois, j'ai un ami qui est allé dans son appartement à New York il y a une quinzaine d'années, et il a été absolument époustouflé de voir que dans cet luxueux établissement, il n'a pas vu un seul livre. Donc je crois que ça dit long sur les capacités analytiques de M. Trump. Alors dans les relations compliquées que Trump a avec le New York Times, il y a un truc qui me paraît, moi, vu de loin, un peu évident, c'est que Trump, c'est un New-Yorkais. En tout cas, il a commencé comme promoteur immobilier dans le Queens. Et pour lui, le New York Times, c'est plutôt un journal un peu de l'élite, qu'il n'a jamais vraiment considéré d'une autre façon que comme un promoteur, d'ailleurs vous-même vous l'avez dit, comme un promoteur immobilier. Donc est-ce que c'est pas ça aussi est-ce qu'il n'y a pas une différence pas de classe, mais en tout cas vous voyez bien, de façon de voir le monde entre un New York Times extrêmement élitiste et un Trump qui se veut les mains dans le cambouis? Non, je n'utiliserai pas le mot élitiste pour nous qualifier. C'est vrai que la relation entre M. Trump et nous, depuis le début, depuis son passé comme promoteur immobilier, c'est une relation passionnelle. M. Trump a toujours eu besoin du New York Times pour se faire promoter, pour lancer son nom devant le grand public. Et donc Trump a été toujours friand de se voir couvrir par le New York Times. Et c'est aussi vrai que dans sa classe de grande fortune à New York, de gros businessman, son relation à lui avec la vérité n'est pas si insolite que ça. C'est-à-dire qu'ils utilisent un langage qui a des relations assez problématiques avec les faits et avec la vérité. Je crois que c'est ça la différence essentielle. Il ne s'agit pas là d'un côté d'une élite et d'un homme du peuple, parce que Trump, comme tout le monde sait, c'est un faux homme du peuple. Ils n'agissent pas dans le sens et dans l'intérêt de ceux qui votent pour lui. Pas du tout. C'est vrai qu'il a très habilement adopté le langage des populistes, mais ça, encore une fois, c'est un monsieur qui remplit les mensonges. Ça n'a rien à voir avec la réalité de sa politique, par exemple, qui est tout à fait dans le sens de l'élite économique, du 1% des gens aux États-Unis. Est-ce que, quand je vous ai écouté parler du type de personnage que c'est, est-ce qu'il a des points communs avec, soyons brutal, avec la mafia new-yorkaise, dans son style de management? Oui, on peut dire plusieurs choses à ce sujet-là. D'abord, en tant que promoteur immobilier pendant toute sa carrière, c'est un fait avéré que le milieu de l'immobilier, de la construction à New York, est absolument parsemé par la mafia, et contrôlé en quelque sorte par la mafia. Donc forcément, et ça c'est documenté, Trump a eu des relations assez étroites avec les grands chefs du mafia. Et il se trouve qu'il s'entendait très bien avec ces gens-là. Je vous renvoie à l'investigation très bien qui a fait Sidney Blumenthal là-dessus. Donc les relations entre Trump et le mafia new-yorkais qui est dans la construction, ça c'est documenté, c'est un fait avéré. Maintenant,
Deuxième point qu'on peut faire là-dessus, son style de management à la Maison-Blanche relève, il me semble, de la culture du mafia, dans la mesure où M. Trump ne se fie qu'à ceux qui sont extrêmement proches de lui, voire ses relations familiales, parentales. Tout le reste de son entourage, on a vu, peut être jeté comme des tissus. Et on a vu ça. Il a le plus grand taux de rechange de ses propres conseillers de tous les présidents de l'histoire américaine. Donc il ne se fie qu'à ses relations de sang. Sa fille, son genre, qui d'autre? Très peu, très peu. Et ceux qui lui ont prêté allégeance. Enfin, il y a une manière dans la façon dont il a recruté ses proches conseillers. Il leur demande vraiment d'être, comme c'est presque féodal, quoi. Tout à fait, c'est tout à fait vrai. Il y a une épisode désormais fameux qui démontre ça à merveille. Une séance de travail du cabinet de M. Trump où il a demandé l'allégeance en succession à tous ses ministres. Ça a été filmé, c'est tout à fait dans le style nord-coréen, quoi. Ou mafieux. Ça a été capturé par un vidéo. Et ça nous rappelle justement le style des chefs mafieux. Alors, maintenant, venons-en à la manière dont le New York Times couvre Trump. Alors, vous avez toujours eu un White House correspondent, là, maintenant c'est Maggie Haberman, c'est ça? Entre autres, il y en a plusieurs. Et donc, est-ce qu'on couvre Trump d'une manière différente d'un autre président? Forcément. Parce que, comme j'ai dit au début, M. Trump est dans la mensonge continuelle. Il n'y a pas d'autre manière à l'expliquer. Donc, chaque fois que M. Trump fait une déclaration, c'est sujet à être vérifié. Et la plupart du temps, ça s'avère ou faux ou exagéré. Donc, on ne peut pas le couvrir comme on couvre les autres chefs d'État, les autres présidents. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre comme argent comptant les mots qui émanent de sa bouche. C'est pas comme avec Obama, ou bien que, comme tous les politiciens, peut-être de temps en temps, il avait une relation élastique avec la réalité. Non, avec Trump, c'est tout à fait différent parce que presque chaque déclaration qui sort de sa bouche est sujet à caution, est sujet à être vérifié. Donc, ça entraîne plusieurs conséquences. La première, je dirais, c'est on est dans la méfiance perpétuelle. Chez nous, au New York Times, la méfiance perpétuelle à l'égard de et ses déclarations et sa politique. Et à mon avis, c'est parfaitement justifié. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait doit être examiné de plus près. Et en fait, c'est nos confrères au Washington Post qui font une sorte de décompte continuel des mensonges qui sont sortis de la bouche de M. Trump depuis le début de son mandat. Et on est dans les, je ne sais pas, 5, 10 000 maintenant? 10 000 mensonges. Donc, avec un président, un politicien comme ça, il faut être sur le qui-vive en continu. Et donc, quand je vous posais la question, ça veut dire que vous êtes dans ce qu'on appelle aujourd'hui, dans un anglicisme, du fact-checking permanent, c'est ça? Tout à fait. Il se trouve que notre modèle de journalisme est plus ou moins bien adapté à cela, parce que tous ces gens qui sont à New York, 1300, il y a plusieurs rangs d'éditeurs,
qui font la vérification. Et ça, c'est une ancienne tradition chez nous. Je le connais très bien à mes dépenses, parce que je travaille pour le New York Times depuis plus de 25 ans maintenant. Et pour un papier ordinaire, il y a 3-4 éditeurs qui vont le lire et le relire et le checker. Et vous filez des coups de fil à minuit, à 1h du matin, pour être sûr que ce que vous avez écrit est dans la vérité. Et donc, il y a ce modèle-là qui prédate M. Trump, mais qui nous sert assez bien, je dirais, maintenant. Alors ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui était assez spectaculaire. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était en septembre de l'année dernière. New York Times publie une tribune anonyme dans les pages op-ed, enfin dans les pages d'éditoriaux, une tribune anonyme de quelqu'un qui est à l'intérieur de la Maison-Blanche et qui raconte la vie à la Maison-Blanche. Et c'est terrible pour Trump. Alors, comment est-ce que ça a été perçu déjà à l'intérieur du New York Times? C'est quelque chose qu'on peut faire au New York Times, c'est-à-dire de publier une tribune totalement anonyme, dont juste le chef de la page op-ed sait qui est l'auteur? Oui, d'abord je vous dis tout de suite que je ne connais pas l'identité de cette personne. Et même si je le connaissais, je ne le révélerai pas. Non, pour vous répondre très brièvement, c'est totalement inhabituel. Ça a provoqué un certain nombre de remous chez nous et ailleurs. Mais on a considéré que les faits qui sont révélés dans cette tribune étaient d'une importance si grande qu'on n'était pas justifié de les cacher, même si on a eu besoin d'avoir recours à une procédure tout à fait inhabituelle, c'est-à-dire l'anonymat pour l'auteur de ce chronique. Et personnellement, je suis d'accord avec cette décision. Je trouve que même si l'atmosphère qui a été très bien décrite était déjà connue à travers plusieurs livres, ça importait à nos concitoyens de le répéter et de l'avoir à travers une voix qui émanait de la source même, c'est-à-dire l'intérieur de la Maison-Blanche. Alors, ça a vraiment mis de l'huile sur le feu de vos relations avec Trump. C'est-à-dire que là, bien sûr, d'abord, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de savoir qui, dans son équipe, avait raconté ça. Mais certainement que vos relations avec Trump, New York Times Trump, là, ça a monté, la guerre est montée d'un cran, non? Non, je dirais que la guerre existait déjà depuis longtemps. Trump, très vite, nous a désignés comme l'ennemi du peuple, the enemy of the people. Un titre plus qu'ambigu, puisque ce sont des mots qui sortent directement de l'arsenal fasciste. On a été d'abord choqué par cette qualification, mais ensuite, il faut dire que chaque fois que Trump nous qualifie comme ennemi du peuple, on gagne 10 000 abonnés. C'est aussi un autre chiffre à ajouter à celui que vous avez déjà cité, qu'on est à un taux d'abonnés le plus haut de notre histoire. 4,3 millions d'abonnés. Et c'est largement grâce à M. Trump. Et on peut interpréter cette embellie extraordinaire de plusieurs manières, mais la modestie me défend de le faire. D'accord. Un dernier mot avant de passer la parole. Non, je passe la parole tout de suite parce que c'est trop important que vous posiez des questions. Ben, c'est lui qui a levé la main le premier. C'est comme à l'école, vous savez.
Le premier, c'est le monsieur en bleu. Là. Bon, j'ai une question un peu stupide. Vous dites que vous qualifiez Trump de menteur, mais un menteur, quand il ment, il sait qu'il est en train de mentir. Et je me pose la question de savoir si Trump sait réellement, quand il dit quelque chose, qu'il est en train de mentir. Sinon, ce serait presque de l'habilité. Donc... C'est une bonne question. Je crois qu'il est sorti d'une culture de mensonge. C'est-à-dire que la culture de la promotion immobilière aux États-Unis... Il n'y a pas de promoteur, au fait. Il n'y a pas de promoteur ici. Là. Parce que vraiment... si oui, je m'excuse infiniment, mais c'est une culture qui est habituée à exagérer. Oui, à embellir. Oui, à utiliser. Et Trump lui-même a dit dans un de ses soi-disant livres que il est dans la réalité augmentée. Il est dans la réalité augmentée, heightened reality or heightened truth. Donc, évidemment, pour des gens qui prétendent être sérieux comme nous, ça ne peut pas passer parce qu'il y a la vérité, il y a la réalité et il y a les mensonges. Il faut faire la division. Sinon, c'est la fin de la démocratie. La démocratie est bâtie sur les faits et sur la vérité. Et donc, on voit à travers ça que Trump est une menace sur la démocratie américaine, profonde. Ma question, vous dites que vous avez de plus en plus d'abonnés, mais est-ce que vous ne pensez pas dans un sens prêcher uniquement des convaincus? Et est-ce que vous pensez que vous arrivez à faire changer d'avis des gens qui sont profondément pro-Trump au départ? Et est-ce que ce n'est pas toujours la même classe sociale que finalement à laquelle vous vous adressez, une classe sociale qui de base est anti-Trump? Alors des classes sociales, je ne peux pas en parler. En ce qui concerne convaincre les gens, je crois que le seul fait qu'on augmente quelques 200 000 par trimestre d'abonnés, c'est-à-dire que nous convainquons de plus en plus de gens à chaque moment. C'est pas convaincre des gens de payer pour du journalisme plutôt que les convaincre que Trump est un menteur? Je crois que l'augmentation dans nos chiffres d'abonnés dit que les gens aux États-Unis, les Américains, ont soif de la vérité. Ils éprouvent une certaine besoin physique presque de la vraie vérité, de la réalité. Pour les autres, pour ceux qui consomment Fox News, désolé, mais c'est cause perdue. C'est cause perdue. Ils s'enferment dans leur réalité alternative et ils sont impénétrables. Mais c'est comme j'ai dit avant, dans chaque démocratie, il y aurait 35-40% de la population qui est perdue à la vérité. Vous avez ce même phénomène ici en France. Et donc, désolé, mais c'est cause perdue, temps perdu d'essayer de les ramener dans la sphère de la réalité. Question, oui. Oui, et pourtant, vous nous avez rappelé avec vigueur la difficile relation entre M. Trump et la vérité, mais il semblerait que pas mal d'Américains soient prêts à le soutenir pour un deuxième mandat. Oui. Est-ce à dire que, pas que les Américains, mais que les gens en général préfèrent des mensonges qui vont dans leur sens, plutôt qu'une vérité qui est parfois plus difficile à entendre? Un certain nombre de gens, ça c'est sûr, ça a toujours été le cas. Il faut se souvenir que Trump a été élu par une minorité. C'est uniquement notre système électoral archaïque, à l'encontre du vôtre, qui n'a pas changé depuis 1776, qui l'a fait élu. 35-40%. Trump n'a jamais dépassé 43-44% de popularité. C'est un phénomène absolument historique dans l'histoire des États-Unis, puisque l'économie marche très bien. Chaque fois
que l'économie a marché bien chez nous, le président dépasse facilement les 50%. Donc Trump, c'est un président qui n'est pas populaire. On peut avérer ça sans craindre d'être dans l'erreur. Maintenant, pour l'élection qui vient en 2020, c'est vrai qu'il a des fortes chances de le gagner encore. Mais je dirais qu'il n'est pas le favori en ce moment. Tous les sondages le montrent pas en tête. Si j'avais à prédire maintenant, je dirais qu'il ne serait battu. Mais c'est pas certain. C'est pas sûr certain. Ça c'est vrai. Oui, la presse américaine, la presse américaine qui est extrêmement professionnelle, moi j'ai trouvé surprenant qu'elle n'a pas été capable, enfin à ma connaissance, de prédire la possibilité de l'élection de Trump. Tout comme le Brexit en Europe, quelque chose qui a surpris tout de même un peu les médias. Donc, comment se fait-il qu'avec toute l'expertise dont vous disposez, vous ayez été court-circuité et que vous n'avez pas pu unir ce phénomène? Alors, vous vous en consolez en disant que le système électoral qui date de 1700 et quelques favorise un système par État, mais les États où il a été élu sont des États où il y a des problèmes économiques, où il y a les pauvres blancs, enfin il y a il y a l'opposition, enfin telle qu'on la voit ici entre l'Est, l'Ouest et puis le centre, le problème des élites, du peuple, enfin tous les je vois pas, je comprends pas pourquoi on n'a pas vu venir Trump et notamment pourquoi Madame Clinton a délaissé un peu sa campagne électorale dans des régions où tout de même il allait faire des voix. Donc ça, c'est tout de même, il y a une responsabilité, me semble-t-il. Oui. Enfin bon. Ok, alors là, le dernier point est important. C'est tout à fait vrai que Mme Clinton a délaissé, a ignoré des États qui se révéleraient clés pour l'élection de Trump. Maintenant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre analyse de la campagne de 2016. Parce que par exemple, si on regarde notre couverture à New York Times, dans les 3, 4, voire 5 dernières semaines de la campagne, on a publié tous les sondages qui les donnaient à égaux, qui les donnaient en tête-à-tête, en fait, Mme Clinton et M. Trump. Et dans les 4-5 dernières semaines de la campagne, si on lisait nos éditoriaux et nos papiers, nous étions extrêmement prudents quant à le gagnant éventuel. On n'a donné rien pour jouer. C'est vrai que pendant l'été 2016, où Mme Clinton avait une avance assez conséquente dans les sondages, on pensait, comme tout le monde, que Mme Clinton serait la gagnante. Là se mêlent un peu nos espoirs aussi, parce que les journalistes sont humains. Et on estimait, moi et mes confrères, que la victoire de Trump serait un désastre pour les États-Unis, ce qui s'était avéré tout à fait correct. Donc, c'est vrai que l'humain mêle avec nos jugements. C'est inéchappable, je dirais. Mais c'est faux de prétendre, comme certaines le font, qu'on ignore les régions où Trump est fort. C'est pas du tout le cas. D'abord, vous les connaissez bien, vous. Moi, je les ai couverts pendant très longtemps, et je ne suis pas le seul. On a des bureaux permanents dans quelques 5, 6 des États qui sont dans la base de M. Trump.
et des correspondants extrêmement compétents qui nous envoient des papiers. On a beaucoup couvert la base de Trump et c'est faux de prétendre autrement. Une question ici. S'il vous plaît. Le micro, s'il vous plaît. Micro. Ah oui, j'ai le micro en fait. Bonjour. Je vous vois pas. Ah d'accord, excusez-moi. Okay. Vous aviez d'excellents dessins de presse sur Monsieur Trump. Et récemment, vous avez pris la décision d'arrêter les dessins de presse suite à une caricature, enfin un dessin entre Netanyahou et Trump. Ma première question est pourquoi ce choix? Parce qu'on sait que c'est lourd de conséquences de supprimer le dessin de presse. Et pour Trump qui ne lit pas, comment va-t-il savoir que vous parlez de lui maintenant? Très bien. Ok, merci pour cette question. En fait... Attendez. Oui, en fait, les dessins, les caricatures ne font pas partie de notre culture journalistique. Et ils n'ont jamais paru dans l'édition de New York du New York Times, dans l'édition principale. C'est vrai qu'on les a utilisés pendant un certain temps dans l'édition internationale, mais cette édition-là a une circulation très restreinte, confidentielle, et donc la décision de supprimer les dessins dans l'édition internationale n'a fait presque aucun bruit à New York pour la simple raison que personne ne lit l'édition internationale à New York. Et pour nous, l'essentiel du journal se trouve dans l'édition de New York, qui est gros comme ça, et qui n'a jamais eu une culture de dessin. À tort ou à raison, mais ça ne fait pas partie de notre culture au New York Times. Lisez le blog de Chapat, sur lequel il a raconté comment il a mis des années à convaincre le New York Times de prendre des dessins de presse dans... on en est où là? Il est là. Ouais. Merci. Une question peut-être un petit peu triviale par rapport à ce qui a été avancé comme chiffre tout à l'heure. Vous avez dit que le Washington Post avait recensé à peu près à 10 000 mensonges de Trump. Donc la question que je me pose, c'est de savoir d'un point de vue législatif, il n'existe rien aux États-Unis qui permette de mettre en défaut le président de la République quand objectivement le président de la République ment de façon éhontée et de façon régulière. C'est une très bonne question et c'est la raison pour laquelle il y a un débat féroce qui se déroule à l'heure actuelle sur la nécessité, la possibilité de destituer M. Trump. La question de impeachment est portée au plus haut point dans le Congrès et on se débat là-dessus. Et c'est en partie à cause du fait que c'est un chef d'État mensongère qui a menti sur tous les fronts. Ça joue beaucoup dans la volonté des démocrates, de certains démocrates, de le poursuivre en justice, en fait, sur cette question n'est pas tranchée. Est-ce que ça serait avisable du point de vue politique? On n'est pas sûr, mais ça joue. Il y avait la dame qui avait le micro, je vous le passe après. Allez-y. Oui, bonjour. On peut lire dans certains médias américains, alors des médias qui sont liés à l'alt-right, mais pas seulement en fait, que le New York Times serait obsédé par Trump, mais que Trump serait aussi obsédé par le New York Times, donc au final pourquoi pas. Mais qu'est-ce que vous pouvez répondre, vous, à ça, à cette prétendue obsession? Je crois que le mot obsession est mal choisi. Le New York Times a une volonté de défendre la démocratie américaine et se trouve dans une condition d'effarouchement au spectacle que présente M. Trump, c'est-à-dire l'assaut continu sur nos institutions démocratiques.
Ça, on ne peut pas laisser passer. Et c'est pour ça que, oui, c'est vrai, on poursuit M. Trump parce qu'on le considère comme une menace très très grave sur nos institutions et notre démocratie. C'est de loin le sujet le plus important qui nous confronte à l'heure actuelle. C'est pas nous qui l'a dit, c'est plusieurs candidats qui le soutiennent, mais Trump représente une menace sur la sécurité nationale des États-Unis. Et à travers ça, le monde entier. Et donc c'est pour ça que M. Trump occupe le devant de la scène pour nous, comme journaliste. Oui. Monsieur ? Oui, donc c'était juste une question de français. Vous êtes très sévère à juste titre envers les mensonges répétés de votre actuel président, mais ce n'est pas le premier président américain à mentir. Et moi j'ai le souvenir d'un énorme mensonge en 2003 qui a beaucoup moins obsédé les médias américains et qui pourtant a fait des milliers de morts. Vous avez parfaitement raison de vous rappeler de cela. Et ce n'est pas à notre crédit. Pourtant, M. Bush, pour tous les mensonges qu'il a débités, y inclut ce gros mensonge dont vous faites référence, M. Bush était plus ou moins dans le respect du système, des institutions. Et donc, c'est un cas différent. C'est vrai que tous les politiciens sont plus ou moins dans une relation compliquée avec la vérité. Même ceux qui sont honnêtes. Et ils débitent des mensonges de temps en temps, des gros et des petits. Mais là, on est dans un phénomène autre. On est dans le mensonge continuel. Ça, c'est très grave. C'est une menace extrêmement sérieuse. Parmi tous vos abonnés, quelle est la proportion dans l'Amérique profonde où il y a l'électorat de Trump? Très faible. Forcément. Dommage. Heureusement que les États-Unis sont un très grand pays, un continent en fait. 290 population de 290 millions, et donc heureusement que si les gens de Alabama, où j'ai longtemps habité, ne nous lisent pas, tant pis pour eux. Oui. Lors de la dernière présidentielle, il y a eu une manipulation des Américains par les réseaux sociaux, manipulation assez massive. Est-ce qu'il y a un dispositif qui est mis en place pour la prochaine élection pour éviter ce genre de perturbation? Pas à ma connaissance, malheureusement. On est, encore une fois, on est sur le qui-vive. Heureusement qu'il ne s'agit pas de notre média, parce que nous sommes très prudents à l'égard des informations qui nous reviennent. Les autres sont plus vulnérables, mais il y a quelques-uns comme nous, comme le Washington Post, qui sont toujours là pour s'assurer que éventuellement la vérité va sortir. Oui. D'autres questions? Oui. Bonjour. Est-ce que vos journalistes sont plus menacés depuis l'élection de Trump, enfin reçoivent des menaces, notamment les journalistes qui couvrent Donald Trump? Et est-ce qu'il y a des moyens, enfin des dispositifs de sécurité qui ont été mis en place pour ces journalistes? Oui, c'est vrai que certains de nos journalistes, comme Maggie Haberman et ceux qui couvrent la Maison-Blanche, reçoivent des menaces. Et il y a des mesures de sécurité qui se sont mises en place pour les protéger. Dans les rassemblements de Trump, on est d'une manière plus ou moins systématique menacé par la foule. Trump nous désigne systématiquement pour la vindicte populaire. Avec CNN. Oui, avec CNN Fake News. Il nous désigne, et systématiquement à la suite de cela, dans ces grandes foules, on est menacé. Heureusement que jusqu'à présent, ça n'a pas débouché sur des assauts physiques, même si
on était très proche de cela. Et c'est vrai que la rhétorique de Trump est tout à fait dans la violence. Et nous sommes un de ces cibles choisies. Allez-y. Moi, j'avais une question par rapport au récent développement de l'affaire sur l'ingérence russe dans les élections de 2016. On voit quand même que ça pourrait être moins important que ce que les médias américains nous avaient dit. Est-ce que vous pensez que M. Trump, en 2020, pourra, comme on l'a vu tout au long de ce mandat, tirer avantage de ce qu'il pourra présenter comme un acharnement des médias à son encontre? Non, je ne crois pas. D'abord, encore une fois, c'est un fait avéré que les Russes ont ingéré dans l'élection et ont tenté d'influencer les médias américains et l'élection et l'électorat de Trump. Donc ça, ce sont des faits que Trump, d'ailleurs, a toujours niés, mais qui sont vérifiés, qui ont été vérifiés par le CIA et le FBI. Maintenant, est-ce que Trump peut jouer sur cela? Je ne crois pas. Trump est dans une mauvaise passe à l'heure actuelle parce que il est très crédiblement accusé par le rapport Mueller d'avoir été dans l'obstruction de la justice et l'obstruction de l'enquête sur lui à quelques quinzaines de reprises. C'est ça qui serait l'élément principal s'il y a une procédure en destitution de Trump. Ces tentatives d'empêcher la justice de découvrir la vérité. Et ça, c'est documenté. Et c'est pour cela qu'il ne réagit avec acharnement, par exemple, à l'idée que M. Mueller va témoigner devant le Congrès, ce qu'il va faire dans la semaine prochaine. Trump et il est acculé, en quelque sorte, par cette affaire. Du coup, grâce à vous, on va suivre les développements de l'actualité avec plus de clés qu'on en avait il y a 1 heure. Merci beaucoup à Adam Nocita.